Troisième et dernier tour de Qatar 2022, la Coupe du Monde, toujours en compagnie de Gladys Sidje et Cyril. Nous ont rejoint sur ce plateau Amine Mailly et Serge Pensi. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tout le monde. Voilà, on va, comme je l'ai dit, c'est le dernier. Surtout bonsoir à ceux qui nous regardent. Hein. Comment ça? Parce que beaucoup de gens nous regardent. Comment vous le savez? Mais parce qu'ils disent qu'ils ne nous regardent pas, mais après on me sort les arguments qui nous regardent. Hein? Vous dites quoi? Ils ne regardent pas, mais ils parlent de l'émission. Ils regardent. Hein? Avec les photos à l'appui, ils disent qu'ils ne regardent pas, mais ils regardent. Mais ils sortent les arguments de l'émission. C'est je peux dire. Depuis 19h, ça inonde la toile. Ah bon? Voilà, oui. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont là, on va pas le dire, ont peut-être fait un peu de chauvinisme, même s'ils sont assez satisfaits de ce plateau spécial, surtout avec nos gladiateurs. Ouais, de retour Parce qu'on a dit qu'ils allaient en tourisme. Hein? Oui. On a suivi des choses. On a dit la bande à tout va faire du tourisme au Qatar. Sans accréditation, rien. Mais bon, ils ont les résultats du tourisme. Merci. On a fait du tambour et trompette. Ouais. Comment? Ils sont allés avec tambour et trompette. Ouais, on dit que nous sommes allés avec tambour et trompette, tandis que d'autres sont allés sans tambour ni trompette. Hein. Voilà, Cyril, on va rester avant de tomber sur le lion. Vous avez parlé de cette marée jaune, c'est-à-dire les supporters du Brésil, et cette marée rouge, à savoir les supporters marocains. C'est une image qui vous a particulièrement marqué. C'est assez impressionnant. La capacité de mobilisation des supporters brésiliens. Oui. Lorsque le Brésil joue, vous avez l'impression que tout le Brésil s'est déporté à Doha, puisqu'on parle de la Coupe du Monde. Donc, de la sortie du bus, de la sortie du métro, parce qu'il y a des stades où vous sortez du métro, vous empruntez le bus avant d'arriver au stade, mais il y a des stades, lorsque vous sortez du métro directement, vous êtes en face du stade. Donc, lorsque vous voyez cette marée, ils sont tous aux couleurs du Brésil, de la Seleção. Ouais, tous habillés aux couleurs. Vous ne savez pas comment ça s'est organisé, comment la mobilisation a été faite. Vous les voyez passer. C'est quoi le maillot là-bas? C'est comme un culte. On ne s'imagine pas aller au stade sans le maillot. C'est impensable. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas supporter brésilien. Donc ça, c'est la première des choses. C'est la marque du supporter brésilien, le maillot. Le maillot. Jaune surtout. Hein? Jaune surtout. C'est vrai, il y a deux couleurs. Il y a le bleu, parfois il joue en bleu, le jaune. La marée jaune. Et la marée rouge alors? Elle apparaît à quel moment? C'est les Marocains. Au fur et à mesure que les Marocains rentrent en compétition, font de bons résultats. On a vu également la déferlante des supporters marocains. C'est quoi la proximité avec Qatar qui a fait que vous savez, à chaque exploit du Maroc, il y a aussi cette solidarité, on ne va pas s'empêcher de le dire, entre Arabes, pays maghrébins et Arabes, entre eux, il y a un peu de complicité, ce qui fait que plus le Maroc montait avançait dans la compétition, il y avait cet engouement au point où la police, l'organisation a dû prendre des mesures entre guillemets draconiennes pour contenir les supporters marocains. Ça, je l'ai vu lors du quart de finale Maroc-Portugal qui se jouait à Alto Mama. Oui. La ceinture de sécurité avait été élargie. C'est loin de Al-Zizia. Alto Mama. Oui, c'est à une bonne distance quand même. Al-Zizia n'est pas un stade. Hein? Oui, le quartier. Oui, et c'est le point de métro, là vous sortez du métro avant d'emprunter un taxi qui vous amène à Al-Saïlia, où il y avait donc le camp d'entraînement des Lions. Alto Mama, c'est un autre point, c'est un stade. Alto Mama, un stade. Donc, lors du quart de finale, Portugal, oui. On a vu cette déferlante, cette marée rouge. Eux aussi, la particularité, c'est qu'ils sont habillés aux couleurs des Lions de l'Atlas. Au point où il y a eu on va dire quoi, le personnel sécuritaire a été doublé, voire triplé. Parce qu'ils avaient aussi peur. Est-ce qu'il y a eu des débordements? Vous qui étiez là-bas? Non. Les Anglais, qui à une certaine époque avaient une certaine réputation. Il y a eu une rivalité, surtout entre Brésiliens et Argentins. Mais ça reste sportif. Vous dites que les Argentins ils jubilent chaque fois qu'il y a une défaite du Brésil. Chaque fois qu'il y a une défaite, il y a le Cameroun et il y a la Croatie, l'élimination. Chaque fois qu'il y a contre-performance du Brésil, ça fait les affaires de l'Argentine. Ils n'ont pas besoin, même si ce n'était pas un match Argentine-Brésil.
lorsque la Croatie, par exemple, élimine le Brésil... Non, commençons par le Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Cameroun a battu le Brésil. Oui. Dans le métro, non, les supporters qui jubilent le plus, ce ne sont même pas les Croates, déjà ils n'étaient pas nombreux, mais c'est les Argentins qui viennent célébrer la victoire. C'est quoi, ils se disent qu'un adversaire... Ça fait un adversaire. À moins. Il y a cette rivalité même dans la zone Am-Sud. Am-Sud, oui. Donc, les Argentins sont particulièrement heureux lorsque le Brésil perd. Et c'est vice-versa, parce que même quand l'Argentine a une contre-performance, ça peut ne pas être une défaite, même un match nul, ça peut être une contre-performance. Les Brésiliens ont un chant qu'ils entendent dans le métro partout où on passait pour narguer les Argentins. Donc il y a cette rivalité-là. Et vous savez que si le Brésil s'était qualifié, la demi-finale, c'était Brésil-Argentine. Okay. Imaginez un peu la marée jaune contre la marée bleu ciel. Bleu ciel, Albi Céleste. L'Albi Céleste, voilà, ça a l'air terrible. Voilà. Avant d'en arriver au Cameroun, Serge Pensy, c'est que vous aimez. Mais pas au Cameroun. Au Cameroun, la présence des Brésiliens. Il faut aussi dire qu'il y a une forte main-d'œuvre brésilienne qui est aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Et Dubaï, Doha, c'est 30 minutes en vol d'avion. Donc, je pense que si les Brésiliens jouent, ils peuvent directement... Mais ils sont tellement nombreux. Même à Doha, il y a une forte colonie brésilienne là-bas, surtout dans l'hôtellerie. Lorsque vous êtes à un point, vous les voyez défiler, ils sont en train d'aller au stade. Mais il y a aussi, vous attendez que ça finisse, ça ne finit pas, ils sont toujours... Mais il y a aussi, comme on dit Nana Potsaman, c'est des choses qui se préparent. Hein. Comme sûr, là, maintenant, ils sont déjà en train de préparer 2026. Voilà, c'est une organisation. On ne doit pas être surpris. Hein. Voilà, avant de revenir au Cameroun, Gladys, vous nous parlez de cette cohabitation. C'est que le Qatar, c'est l'islam, d'abord, la religion d'État même. Mais vous dites qu'il y a une place pour les autres. Mais... les autres sont concentrés à un endroit. Dites-nous. Ils sont même confinés. Oui. Le nom officiel donné, c'est le complexe religieux. Complexe religieux. Le complexe religieux. Donc, c'est un complexe qui regroupe 7 congrégations religieuses, catholiques, protestants et autres. Mais la particularité de ce côté, c'est que vous ne verrez aucun signe distinctif. Ouais. Par exemple, il n'y aura pas de croix. Vous ne verrez pour dire pas que c'est l'église catholique ou bien voilà, par exemple. Et la sécurité est tellement renforcée dans ce complexe. Pour les 7 églises qui sont situées dans ce complexe, il y a une seule porte d'entrée. Il faut montrer patte blanche pour pouvoir franchir. Tout est fouillé. Tout est fouillé, tout est pratiquement passé au scanner. Et vous le savez, c'est un pays musulman. Du coup, la sécurité a été renforcée pour protéger les autres confessions religieuses. Les autres confessions, les hommes de Dieu surtout, parce qu'on a tout fait pour pouvoir avoir... on va dire quoi, le curé de la paroisse catholique de ce côté, mais on n'a pas pu, l'avoir. Donc il y a toujours des craintes. C'est vrai que les autorités ont permis aux autres fidèles, aux autres chrétiens des autres congrégations d'avoir leur espace à eux, mais jusque-là, on ne peut pas dire qu'ils sont libres. C'est vrai qu'ils peuvent aller faire la messe le vendredi et pas le dimanche comme au Cameroun. Ah, attendez. Vous dites que la messe se fait le vendredi et pas le dimanche comme au Cameroun. Parce dimanche, que tout le monde est au boulot. Nous sommes allés un dimanche. Vous avez trouvé porte close? Tout le monde était parti, le prêtre était sorti. Par contre, il y avait également certains supporters qui sont venus pour la Coupe du Monde et qui pensaient comme nous que la messe devait se faire le dimanche matin. Et nous sommes arrivés, il n'y avait personne. Donc, vous étiez avec Carlos Minoué? Oui, nous étions avec Carlos Minoué, Smadikan. Et c'est j'allais pour vous dire combien la sécurité... Carlos Minoué, il croit en Dieu, lui? Il allait travailler, même si... Ah, il allait travailler. C'était le travail. Et pour vous dire combien la sécurité est renforcée dans ce complexe religieux-là, combien on protège les hommes de Dieu de ce côté-là, pour filmer même au parking, pour avoir même les images du parking, il faut demander l'autorisation. Parce qu'on a demandé l'autorisation d'abord à l'intérieur pour faire ne serait-ce qu'un stand-up pour présenter le complexe, parce que les prêtres et autres pasteurs n'étant pas là,
voilà, on avait quand même des informations à notre niveau qu'il fallait donner à nos téléspectateurs. On avait également ces supporters-là qui sont venus faire la messe, qui sont venus pour la Coupe du Monde et qui se sont dit, bon, Dieu occupe quand même une place importante dans notre vie, on va chercher une église. Et ils sont arrivés dans ce complexe-là. Donc pour nous, il fallait travailler. Donc on a demandé une autorisation pour pouvoir faire notre travail à l'extérieur, c'est-à-dire au parking. Mais à peine on avait commencé à déployer notre matériel qu'une voiture de police est arrivée à une vitesse grand V vraiment. Donc, pour vous dire, donc on a juste eu à lui dire qu'on a eu l'autorisation d'abord à l'intérieur pour pouvoir faire. Tout est organisé en tout cas dans ce pays, tout est vraiment organisé. Donc c'est ça qui nous a un peu marqué. Vous dites que tout est organisé là-bas? Mais oui, tout est organisé. Oui, tout est organisé. Mais oui. Ok. Voilà, et rapidement, on va revenir sur... Et les marchés, vous voulez dire quelque chose sur les marchés? Qu'est-ce qu'on trouve comme denrées? Est-ce que c'est des agriculteurs, foncièrement, les Qatariens? Bon, tout est importé? On est un peu partagé. C'est vrai que presque tout est importé. Mais le Qatar, aujourd'hui, s'emploie véritablement à développer son agriculture d'une manière industrielle. Voilà, d'une manière ou d'une autre. C'est un pays vraiment visionnaire. Parce que le Qatar ne s'est pas limité au fait que ce soit un pays désertique, au fait que la terre soit aride et tout. Véritablement, il y a des mécanismes qui sont mis sur pied pour pouvoir favoriser l'agriculture, pour pouvoir favoriser la pêche, même si on n'a pas mangé de poisson jusqu'à notre retour. Je ne sais pas si on n'a pas mangé de poisson. Bon, par contre, la viande, oui, mais le poisson... Il y a même du mouton. Oui, le poisson était très rare. Très rare. Le poulet. Oui. Le poisson, c'était rare. Le poulet, il souffle, partout, là. Partout. Mais ce sont quand même des choses que le pays s'emploie à développer. C'est vrai que c'est encore à un stade, on peut le dire, embryonnaire, mais ce n'est pas comme si ça n'existait pas. Ça fait partie du plan d'action. Peut-être pour les générations futures, on pourra voir des hectares de plantations et autres. C'est clair que ce pays, on pense quand même. Voilà, on pense à tout ça de ce côté. Voilà, Emile Maï, Serge Pensy, vous avez suivi le récit de Nana Paul Sabin et des autres qui vous ont raconté un peu. Alors, ils disent qu'il y avait des témoins. D'autres confrères étaient à côté. Donc, ce que Nana Paul Sabin et les autres ont dit ici, il faut quand même prendre ça avec beaucoup de sérieux. Vous avez suivi le récit de Sabin sur cette affaire au Nana. Est-ce que jusqu'ici, c'est le calme plat, jusqu'à cette décision d'André de plaquer définitivement la porte? Est-ce que ça vous surprend? Pourquoi avoir laissé ce temps? Parce qu'on a vu Benzema, tout de suite après, il a réagi au lendemain de la défaite, il a dit, bon, moi j'arrête. Est-ce que pour André Onana, il s'est peut-être dit qu'on pouvait encore faire quelque chose, voyant le temps passer, c'est depuis le 2 décembre que nous sommes out, nous sommes aujourd'hui le 22, ça fait pratiquement 3 semaines. Par rapport au timing, pourquoi cette décision d'André aujourd'hui? Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges tout autour. Et beaucoup de mensonges? Oui, parce qui a menti? On a dit qu'André Onana est à Yaoundé alors qu'il était à Doha. Il est dans l'avion, il a fait ceci, il a fait cela. Il a manqué de respect à terre, il a fait cela, il a fait cela. Et la FECAFOOT elle-même ne dit rien. Et pas seulement du cas d'indiscipline. Est-ce qu'il y a des anciens lions, des anciens internationaux autour de cette équipe? Patrick Mboma, Lucien Métomo, tous ces gars, ils sont là. Ils sont autour de cette équipe. Ça, c'est un petit problème. Si je m'en tiens seulement à ce que Sabin raconté, le geste de la main, on voit ça tous les jours. Quel entraîneur au monde n'a pas vu ça? Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais on sait comment on gère ces situations-là. Franchement, même l'entraîneur actuel, il ne peut pas me dire... Non, mais Serge Pensy. Oui, non, je dis... On a souvent vu. Mais le coach Rigaud dit que pour ce match-ci, tu n'as pas ma confiance. Il a dit pour le match. Oui, il a dit pour le match. Et il a dit que non, moi je n'ai pas mis le petit doigt. Oui, mais attends, il a dit qu'il n'a pas mis le petit doigt. Mais comment il a géré ça? C'est la gestion.
Moi, je pense qu'il a été jeté en pâture. Parce que, Oui. comme Serge Pensy dit, il y a des grosses têtes. Bon, entre guillemets, hein, il y a des grosses têtes pratiquement dans toutes les équipes. Vous n'allez pas me dire qu'un Cristiano Ronaldo, il n'a pas des crises de folie, des crises de grandeur, des caprices de star. Mais on arrive à gérer ça dans le vestiaire. Surtout dans une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. On avait vraiment, c'est mon point de vue, on n'avait vraiment pas besoin de cela. À la veille d'un match contre le Brésil, on n'avait pas besoin de cela. La Serbie, pardon, ça pouvait se gérer autrement. Ça pouvait se gérer autrement. On aurait pu le laisser au banc de touche. Parce qu'il a fait semblant de sortir sur blessure durant la séance. On aurait pu dire que non, voilà, on veut tester l'autre gardien de but. Mais gérer ça en interne jusqu'à la fin de la compétition. Pourquoi tous les jours on doit avoir les faits divers? Ce sont des cas qu'on peut gérer en interne. André Onana, oui, ça a été lui aujourd'hui. Demain, ce sera certainement un autre joueur. On ne va pas me dire qu'on aura la même ligne de conduite chaque jour parce qu'un joueur a piqué une crise. Le confrère Martin Kamimi m'a sorti. Oui, il a ressassé Martin. Martin a ressassé tout ce qu'il y a comme après la Coupe du Monde. Je vais te raconter une petite histoire. Oui. Otto Rehhagel était l'entraîneur du Werder de Brême. Il avait un joueur qu'on appelait Mario Basler. Basler. Oui, Basler, il aimait la bière. Alors, la veille d'un match important, je crois que c'est la Coupe de l'Allemagne, ils sont à l'hôtel, il trouve son entraîneur dans le hall de l'hôtel. Il dit, coach, je dois boire une bière. Le coach il dit que tu ne peux pas boire de bière. Il dit, je dois boire absolument une bière. Le coach dit, si tu bois, on fait un pas, tu bois la bière et tu me marques. Tu marques demain. Il dit, je marque demain, mais laisse-moi boire ma bière. Alors Basler, il boit sa bière et le lendemain, il met 2 buts. Et quand il met 2 buts, il fait le signal au coach que c'était bon, c'est réglé l'affaire. Non, il y a les caprices des grands joueurs. Maintenant, il ne faut pas, on sait comment on les gère. Si Onana a fait ce geste-là, mais il peut le ramener à l'ordre. Rigaud dit que c'est pour le bien du groupe. Quel bien du groupe, comment? Oui, mais s'il laisse prospérer quelque chose comme ça, mais ça peut... Oui, il peut laisser prospérer cette chose comme ça. Le temps de la compétition peut camoufler. Il y a des choses à faire. Il peut le faire et le joueur s'excuse dans le vestiaire en présence de tout le monde. Il s'excuse que le geste que j'ai posé n'est pas bon, je m'excuse pour ça là, et coach, je reprends. Ça, on gère ça dans le vestiaire et personne ne sait de quoi il s'agit. Cette affaire est complexe parce que jusqu'ici, nos équipes ont rencontré les 2 principaux acteurs. Oui. André n'a pas donné de version. Oui. Il dit simplement, on m'a sanctionné pour indiscipline. Lui-même ne dit pas ce qu'il met dans indiscipline. Lui, il a dit même en off ce qui était pour lui l'indiscipline. Donc je considère que pour l'instant, c'est encore la version de son, jusqu'à ce que André Onana dise aussi, même en off, ce qui lui est réellement reproché. Okay. C'est ça qui rend l'affaire complexe. Mais comme Gladys a dit, comme les autres, c'est la gestion qui pose problème. Et comme on aime chez nous que les journalistes étrangers viennent nous raconter ce qui se passe chez nous. Mais Sabel l'a dit, c'était quasiment... Oui, mais les journalistes, pour cette version du problème au Nana, c'est les journalistes français qui l'ont dit en premier. Commencé, ouais. Oui, mais le 11 septembre... Mais ça n'a rien à voir. Ce que les Français ont dit n'a rien à voir avec la version de Sabin. Hein. Oui, mais ils parlent de l'entraînement. Non, mais ils ont accusé quelqu'un du staff, entre guillemets, qui aurait rapporté des propos au président Eto'o et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ce que... Non, ça c'est la vraie. Non. Serge, même dans la version de son, lui reconnaît qu'il y a un rapprochement entre Eto'o et le gardien de but. Non, c'est je parle. Lorsque nous recevons l'information du journal du confrère de RMC, il dit qu'il y a un problème vestiaire et qu'un membre est allé rapporter à Eto'o n'était pas présent à la séance. Oui, mais c'est celui qui regarde pour le président, qui a dit au président qu'il y a cette situation dans la tanie et dans les vestiaires. Non, du tout. Ce qu'il faut également préciser, Serge Alain, c'est que ce soir, quand on rencontre André Onana, lui-même, il tient à faire cette précision. Oui. Je n'ai aucun problème avec la personne qu'on est en train d'accuser. Voilà, d'accuser. Je n'ai aucun problème avec cette personne. C'est ça c'est ce qui a circulé. Vraiment, oui, il a précisé cela. André Onana a dit, voilà, Emile Mailly, cette situation, André Onana, on aurait pu gérer autrement. Ça, c'est clair. C'est clair que
Mais le coach Rigo, le sélectionneur manager, met son autorité. Il pense que s'il laissait prospérer ça, ça laisse saper un peu son autorité dans le groupe. Une fois de Elle plus, a fait tâche d'huile. Hein. Une fois de plus, le coach a loupé son coaching. Il s'est trompé. Nous, on n'encourage pas ce geste-là d'André Onana. Mais on dit aujourd'hui que dans la pratique, on aurait pu gérer ça d'une autre manière. La première des choses, c'est comment ça sort du vestiaire. Quels sont les intérêts que cela sorte du vestiaire dans ces circonstances et surtout avec cette atténuation que les uns et les autres prennent toute leur énergie pour y mettre. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est devant un fait tel que celui-là, comment est-ce que l'on pèse le pour et le contre? Comment est-ce que l'on analyse? Quelle est l'importance justement du joueur à ce moment donné? Quel est l'élément qui est la plus-value? Alors quel élément qui devait être la star? Est-ce l'équipe nationale du Cameroun ou alors les individus qui sont tout autour ou alors à l'intérieur de cette équipe nationale? Je crois que c'est ça. Parce qu'après, si on pense à l'intérêt d'abord du Cameroun, on ne se retrouve pas dans cette situation. Je dis, une fois de plus, le coach, il a loupé son coaching. Il a loupé son coaching parce que c'est pas pour dire qu'il devait. Non, lui avec son staff, ils auraient pu. Parce que quand on vous dit que c'est l'adjoint, hein, c'est Simon Augustine. Voilà, lui fait une passe comme ça, hein, du ballon, il lui envoie le ballon comme ça pour que ce dernier puisse le récupérer, le lui renvoyer quand il était en train de sortir du terrain. Oui, peut-être dans la démarche, mais quand ça ne passe pas, qu'est-ce qu'il fait? C'est, j'ai évoqué tout à l'heure, tous ces autres anciens internationaux qui sont dans cette tanière. Comment est-ce que l'on a géré ça? Moi, je dis, c'est à ce niveau que tout part. Et ça prête justement le flanc à toutes sortes d'interprétations, à toutes sortes de... Mais Emile Mailly, le soir, le jour où il y a eu cet incident, toute la nuit a été consacrée pour parler entre guillemets. Mais on a été surpris le lendemain matin qu'on apprenne que on en a définitivement quitté. Mais c'est ça, je dis, comment l'information... Il faut dire que cet incident se produit, vous savez, à chaque séance d'entraînement, il y a les 15 premières minutes sont réservées à la presse. L'incident n'a pas lieu pendant ces 15 minutes. Non. C'est-à-dire que tout le monde est parti. La presse est partie. Il reste entre eux, le staff et les joueurs. Donc c'est un incident qui s'est produit hors micros et caméras. Comment c'est arrivé? Il y a des gens qui ont filmé. La fédération a ses caméras, d'autres personnes peuvent... Il n'y a pas que les caméras des médias. Oui, mais puis filmer et publier. La question, comment c'est ça? C'est pour ça que j'ai dit, c'est la première chose. Comment ça fait? Parce qu'ils ont tendance à nous parler du vestiaire. Le vestiaire, c'est sacré, ça sort pas, c'est ci, c'est ça. Oui, un groupe humainement bon, uni, soudé, oui. Mais il y a un problème comme celui-là. Comment est-ce que l'on le gère? Vous savez que c'est lors du premier match, quand on sort là, qu'il y a cette main qu'il refuse de la part au manager. C'est toujours dans cette même rencontre qu'il y a que lorsque... Mais comment ce cas-là a été géré? Voilà, exactement. Comment est-ce que cela a été géré? On a voulu beaucoup plus atténuer. Quand on a envoyé matin, on l'a se présenter devant la presse pour que lui-même s'explique et dise à ce moment donné, voilà, mais personne n'en a... On a même essayé d'étouffer l'affaire. On a essayé d'étouffer, mais les uns et les autres l'ont remarqué. Et parce qu'ils l'ont remarqué, ils l'ont mis sur la place pour dire, mais comment est-ce qu'un joueur peut se comporter comme ça? C'est vrai, oui, peut-être il est fâché parce qu'il râle, il ne veut pas sortir. Oui, on voit les autres. On a vu Giroud à la première mi-temps briser pratiquement sa bouteille d'eau comme ça parce que foudrage. Mais voilà. Je parlais également, toujours dans le même match, Choupo qui sort, parce que le fameux remplacement qui va toujours tarauder les esprits, il bouge la tête et quand il arrive justement sur le point de la ligne, il veut mettre le brassard à Bouchou qui lui tend la main comme ça et il récupère son brassard lui-même pour le mettre. Vous comprenez qu'il y a des choses que l'on peut taire, il y a des choses que l'on a choisi de taire, mais il y a des choses également que l'on a estimé à un moment donné qu'il fallait certainement mettre sur la place publique. Mais pour quel intérêt? Pour quel profit? Parce qu'on a bien vu après que ça a nuit au Cameroun tout entier. Parce que moi, je l'ai dit ici sur ce plateau, nous, on ne mérite pas ça. Les Camerounais ne méritent pas ça. Et, Serge Alain, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. J'ai comme l'impression que c'est l'apanage dernièrement de nos Coupes du Monde. Entre faits divers, déclarations, scandales
Et donc, on passe partout. Aujourd'hui, on est en train justement de légaliser la mise à l'écart ou alors la sortie de certains joueurs de manière involontaire. Vous savez, en 2002, quand on fait Corée et Japon, avec l'une des meilleures équipes que l'on avait sous la main, on est malheureusement sorti au premier tour. C'est en 2002 qu'Itame Maye part de la sélection. Jamais on ne vous dit rien. Ils sortent de là, on entend tout. On nous dit non, quand ils vont rentrer, on va tout déballer. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2022. Rien n'a été dit sur le cas. Mais la seule certitude, c'est qu'on n'a plus jamais revu Itame Maye. En 2014, on a vu pour Matip, avec nos yeux comme ça. On est rentré, on nous a dit que non, on va nous expliquer. Nous sommes aujourd'hui rendus à 8 ans plus tard. On nous a expliqué quoi? Rien. Tous les gens ont dit qu'on va aller chercher Matip. On va aller chercher Matip. On va aller chercher Matip. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Matip parte? On ne dit pas. Ils sont rentrés, ils ont dit qu'on en a indiscipliné. Je vous ai demandé, on en a dit qu'on a dit que je suis indiscipliné. Il ne dit pas que je suis indiscipliné, il dit qu'on a dit que je suis indiscipliné. Parce que même dans la note qu'il fait, il dit qu'il ne se reconnaît pas comme quelqu'un qui soit indiscipliné ou alors qui est failli, qui est failli à un certain nombre de règlements, surtout en interne. Et par rapport à son éducation, il le dit bien, il spécifie ça. Mais il dit, comme on a dit que je suis indiscipliné, je m'en tiens à cela et je suis mis à l'écart. Mais plus grave, quand même, c'est plus grave parce que on a quand même au sein de la fédération, et on l'a dit ici, une commission d'éthique et de discipline. On sait comment. Non. Peut-être qu'elle va se réunir dans quelques jours. Elle a même travaillé. Comment ça, elle n'a jamais travaillé? J'ai dit, on va encore appeler Onana pour venir se justifier pendant qu'il a dit qu'il ne joue plus. Voilà pourquoi je vous posais la question. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on n'en a pas attendu que cette fameuse commission se mette en place? C'est ce que prévoient les tests. Les tests le prévoient. C'est ce que prévoient les tests. Est-ce qu'on n'en a pas attendu voir ces gens-là? Ça ne touche pas, c'est exactement ça. Oui. Ils peuvent me rentrer. On l'a eu, c'était en 2013, 2014, non? Le conseil de discipline où on a sanctionné les Asuekoto, Samuel Eto'o et consorts. Oui. Voilà. Mais non, il y avait eu plusieurs conseils. Il y a eu le conseil après le Marrakech Gate. Voilà, exactement, après le Marrakech Gate aussi. Ceux qui n'étaient pas disponibles, peut-être parce qu'ils étaient rentrés dans leur club, se sont fait représenter. Ils sont fait représenter, mais il est question que l'on sache effectivement de quoi il est question. De quoi on accuse le joueur, qu'est-ce qui lui est reproché. C'est ça. Et qu'il reconnaisse lui également qu'il a failli ou qu'il a justement péché parce que voilà, n'ayant pas respecté le règlement intérieur. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Moi, je m'étonne un peu de ce que les gens se réjouissent de ce que l'on est dans une vidéo entendu le coach, le manager sélectionneur dit un certain nombre de choses. Moi, j'ai été scandalisé par cette vidéo parce que quoi qu'il se passe, vous ne pouvez pas parler comme ça de votre joueur. Honnêtement, quand vous êtes un coach, vous êtes un éducateur, vous êtes un père. Non, mais il s'offusque. Il est en off. Il s'offusque de ça. Même si c'est en off, même si ça traduit déjà de ce que l'on peut avoir comme pensée. Voilà, le discours officiel, il y a le discours public officiel. Oui, mais je dis de la manière dont on parle en off. Oui, on peut reprocher à un enfant d'avoir mal fait. Nous sommes tous aujourd'hui des parents, on a des enfants qui se comportent mal. Mais est-ce pour autant que l'on tient un certain nombre de discours, de langage vis-à-vis de nos proches ou alors des étrangers, de nos propres enfants? C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ces joueurs sont considérés comme les enfants de ce staff technique. Mais tenir comme ça... Ce problème a été fabriqué, créé longtemps à l'avance. Voilà. Peut-être pas ce problème précis, c'est-à-dire qu'on a préparé la venue d'un tel problème. La conférence de presse où le manager sélectionneur annonce la liste pour... Le 26 après... Non, pour Ouzbékistan et Corée du Sud. C'est ce jour-là qu'il déclare, qu'il dit que André Onana est le numéro 1. Mais quand vous dites à quelqu'un qu'il est le numéro 1, il sait qu'il n'a plus de concurrence. On le dit, tu vas voir le joueur seul à seul, je lui dis, bon écoute, j'ai beaucoup de confiance en toi, je vais faire de toi mon gardien titulaire. Non, mais c'est comme ça que ça se passe au niveau professionnel. On dit, mais attends, si vous venez c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Vous ne comprenez pas ce que je dis.
Non, Cyril, on peut dire. Vous avez vu. Cette hiérarchie existe toujours. Voilà, non, vous avez vu, on prend le cas du PSG l'année dernière, jusqu'à l'année dernière. Le coach n'a jamais voulu entre Navas et Donnarumma. Ça dépendait, hein. Donnarumma aujourd'hui, Navas. Mais aujourd'hui, cette année, avec Galtier, on sait Donnarumma est numéro 1. Je ne dis pas non, Oui. mais je dis qu'il y a une manière de l'annoncer. Il y a une manière de l'annoncer. Si Ah, vous dites il y a- de cette manière-là et que le joueur se mette dans la tête que la concurrence est finie, Non, il se prend pour Non, le dit cadre. qu'il Et puis maintenant, il va dit balancer qu'un les gardien affaires, numéro il y a un, non, il c'est n'avait pas dit que la le- concurrence est c'est terminée. terminé, non. Non. Mais plus vous l'installez dans un concurrent. Non, c'est- on vous dit, dit que vous êtes le numéro 1, c'est que vous êtes le premier choix. Il y a un Justement, deuxième c'est la choix même chose. et il y a un troisième choix. C'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire que vous jouerez systématiquement tous les matchs si vous ne répondez pas C'est justement parce que je aux dis que attentes du quand- coach ou du quand public. c'est fait de cette Non, manière, on et c'est laisse là. pas dans un confort Non, quelque il n'y a part aucun que confort il faut là. balancer les bras. Et Il n'y a aucun Plus confort. sur le gardien de but. Le monde demande aux entraîneurs de prendre une bonne décision sur le poste de gardien, de donner l'ordre. Non, je Pour ne les dis pas qu'il ne faut pas postes le de gardien faire. de but. Moi, je dis c'est la manière de le faire. Ça se passe comme ça partout. Je ne On dis pas peut qu'il le- ne faut pas le faire. C'est clair qu'il Oui. doit avoir une hiérarchie. Oui, oui. On le déclare, mais ça ne donne pas, ça ne donne pas le droit au joueur de penser qu'il est irremplaçable. Non. Ça te met plus sur la pression, puisque tu es le numéro 1, tu dois être au top C'est tous les jours. à double tranchant. Oui, tu dois être au top tous les jours. Puisque tu peux Donc, tu peux t'installer dans je pense dans un que confort, moi, comme tu peux effectivement te mettre dans la tête qu'il y a Non, un c'est je le pense, choix je numéro pense un. que, je pense que Rigo, c'est un jeune entraîneur. Et il a le droit d'échouer, de faire des fautes aussi, d'échouer et de se relever, de tomber, de se relever. Je crois que là, il a raté son coaching comme dit Maï, et que normalement il devait se reprendre avec ses amis qui sont là, ses anciens coéquipiers qui sont là. Il devait se reprendre et directement récupérer ce garçon pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Parce que jusqu'aujourd'hui, André n'en a rien dit. Mais on a ce que Son a dit dans cette vidéo-là. On a des déclarations du CIPAL. André Onana, il n'a rien dit. Et ça met une grosse pression, énorme pression sur les autres. Et aujourd'hui, il déclare qu'il ne vient plus. Alors là, c'est encore plus grave. Nous, on demande des comptes. On va demander des comptes. Mais Pourquoi? c'est une manière voilée pour André Onana de demander au staff de dire effectivement ce qui s'est passé. Oui, de dire exactement ce qui s'est passé. Mais après, s'ils ne veulent pas, parce qu'on l'a dit, hein, on est rendu à 20 jours, c'est 20 jours même, depuis notre élimination, à ce que notre Coupe du Monde est terminée. Jusqu'à présent, toujours pas de bilan. On nous l'a annoncé à grande pomme, non, on va sortir un bilan, on va nous dire ce qui s'est passé. Donc on va peut-être le président est de retour, on va sortir. Oui, on espère. On avait annoncé 7 matchs, on n'a pas joué 7 matchs. Non, on nous a dit, on n'a pas joué 7 matchs. Le président est de retour, on peut espérer. On n'a pas joué 7 matchs comment? C'est pas le président qui fait le bilan. On a annoncé 7 matchs, on n'a pas joué 7 matchs. Gladys, le président de la fédération est de retour, on peut espérer avoir un bilan. Je ne vais pas dire que c'est ce qui nous retient au pays, mais c'est clair que c'est ce que tous les Camerounais attendent. Et c'est le minimum, en fait, qu'on peut nous offrir. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées. Il y a eu un amateurisme terrible au niveau de la communication, même de manière générale, qu'aujourd'hui, le minimum à offrir aux Camerounais, vraiment, aux plus de 27 millions de coachs. Vous avez été haineuse et aigrie et tout ça. Là. Non, mais nous, on était sur le terrain. Si je parle d'amateurisme aujourd'hui, il y a eu amateurisme dans la communication au sein de la Fédération camerounaise de football. On ne va pas se le mentir. On ne va peut-être pas revenir sur le cas du départ des Lions où on vous dit ils vont par le Doha International Airport, ils vont par le Hamad International Airport. Pourquoi donner la fausse information aux médias alors que vous avez la vraie information? C'est pas possible à un moment donné. Donc, si c'est qu'on dit les choses, c'est pas qu'on les invente, c'est qu'on a été sur le terrain et que la FECAFOOT ne nous a pas facilité le travail. C'est pas faute de ne pas être allé vers... Vous savez pas sa fonction comme ça? Je vais vous dire pourquoi ça fonctionne comme ça. Non, c'est comporté en professionnel. Vous savez pourquoi ça se comporte comme ça? Donc, le minimum... Ça se passe comme ça? C'est parce qu'il y a une seule personne qui décide de tout. Même pour acheter un stylo à la FECAFOOT, c'est une seule personne qui signe. C'est pour ça. Hein? Tout le monde s'est caporalisé là-bas. Vous avez vu quand le président rentre, tout le monde sort du bureau. Vous avez vu ça dans quelle fédération au monde? Tout le monde on ne vient pas accueillir le président. Mais accueillir comment? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Comment ça veut dire dans quoi? quel pays?
Il faut arrêter quand même des conneries comme ça là. On doit Mais c'est des conneries. Pourquoi? Les gens sont en train de travailler dans le Mais truc. le président Il y a des gens qui gèrent le point pour ça, des licences, des CIT des joueurs. C'est quand ils se laissent le bureau, ils viennent se tenir dehors. C'est toute la fédération qui est sortie. C'est toute la fédération qui est sortie. Je croyais qu'on était dans un camp militaire en 1950 où tout le monde sort là pour attendre le général. Non, arrêtez quand même. Non, le président arrive quand même. J'ai vu cette vidéo hier à 1h du matin. J'ai dit, mais attends, est-ce qu'elle est réelle, cette vidéo? Et je commence à regarder et je dis que, mais attends, c'est pas sérieux. On est au Cameroun. Mais on n'est pas au Cameroun. Il faut que les gens se ressaisissent. Parce que là où on va là, c'est le trou. J'ai même vu le sélectionneur qui est là. Et même lui, vous voyez le fils. Le président demande, mais pourquoi vous avez mis le sélectionneur? Vous voyez, lui-même il trouve que c'est pas bien. Il trouve que c'est pas bien. Et Dieu est fort. Parce que Dieu à ce moment-là. Oui, parce qu'à ce moment-là, Dieu te dit. Vous doutiez de la force de Dieu? Non. À ce moment-là, Dieu te fait parler, te dit la vérité. Parce qu'il a demandé au sélectionneur, qu'est-ce que tu fais ici? Donc lui-même, il sait que ce qu'on fait là n'est pas bien. Mais il le fait. Parce que tous ces enfants... Il n'a pas demandé au sélectionneur de partir. Tous ces gens sont devenus des petits garçons. Mais qu'est-ce que vous avez contre l'accueil? Non, l'accueil, vous savez, un bon manager, ce qu'il fait, bon manager, ce qu'il fait, vous restez dans les bureaux et vous rendez visite dans vos postes de travail. C'est ça, le management. Ça veut dire que lui peut venir vers toi. Ce n'est pas vous qui allez vers le manager. Il vient vers vous. Il vous rend visite. Il cause avec vous. C'est ça. C'est pas le management, c'est pas la caporalisation. Le chef est là et tout le monde est au garde vous. Non, jamais. Vous voyez que quand... C'est précis. Oui. Si vous étiez à l'Africa Foot, vous ne serez pas sorti hier? Moi, je ne sors pas. Je ne sors pas. Et s'il veut me mettre dehors. Attends, on est là où? On est où là? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Les gens se moquent de nous quand ils voient ça. Comment ça? Mais moi j'ai des amis partout dans le monde entier. Quand ils voient ça, ils m'appellent, ils m'écrivent. Il y a des Brésiliens, c'est un Brésilien qui m'a fait lire le truc, un journaliste brésilien qui m'a dit, mais c'est vrai. Arrivé au Brésil déjà? Mais attends, c'est sur les réseaux sociaux partout. Il m'a écrit un message. Il m'a dit, Serge, regarde la vidéo. J'ai dit, quelle vidéo? À 1h du matin. Je regarde. J'ai dit, qu'il m'attend, c'est pas sérieux. J'ai dit, mais c'est réel ça? Non, les gens se moquent de nous. Il faut qu'on arrête d'être... Nous sommes des Africains. Des Africains? C'est l'accueil à l'africaine. Faut pas... Même mon chef du village, quand il rentre... le roi. Hein? Non, pas forcément. Ah bon? Le chef, il est rentré, c'est normal. Ok. Il peut... Non, mais si tu penses que c'est comme ça, mais... Non, pas comme ça. On a choisi d'accueillir le président. Voilà. Pourquoi vous trouvez du mal à cela? Pendant ce temps, tous les appels qu'il y a, les contacts sur le net par rapport au CIT, par rapport au ceci, de cela, l'Africa Foot. Est-ce que ça a empêché la fédération de fonctionner? Mais à ce moment-là, c'est quelques minutes. Qui vous a dit ça? La mise en place des populations, c'est combien de temps? On sait que les Yaoundé, avec les embouteillages et tout, le président en route, vous tenez là, non? Non. Bon, non, mais vraiment, au-delà des faits divers, de tout ce qui peut entourer la sélection, en tant que professionnel de médias, nous, on aurait aimé voir une fédération camerounaise de football un peu plus ouverte. On a été, par exemple, avec des Sénégalais, on a vu comment ils ont traité les confrères sénégalais. Mais nous, ça n'a pas été le cas. Même durant le quartier libre, on n'a pas pu avoir accès à un joueur. C'est AXI qui nous faisait encore savoir que pendant les Coupes d'Afrique des Nations, la dernière, l'avant-dernière, des joueurs étaient mis à la disposition de la presse.
vous pouvez avoir une interview aussi facilement avec un joueur que vous sollicitez ou alors que la fédération met à votre disposition. Mais ce sont des choses que malheureusement, on n'a pas pu avoir avec la FECAFOOT. Pourtant, on n'était pas si nombreux que ça, les journalistes camerounais à Doha. Donc vraiment, la collaboration, c'est tout ce qu'on demandait. C'était quoi un problème Equinox ou bien toute la presse? Non, toute la presse. Ce n'était pas un problème Equinox. Mais ce que je veux dire, toute la presse. À ce niveau, il faut dire qu'il y a une confusion de rôle. Vous savez qu'il y a deux communications. Il y a un team presse. Donc il y a la communication de l'équipe. Et il y a maintenant la FECAFOOT qui a un département en communication avec un chef de département en communication. Sauf qu'il y a confusion de rôle. La FECAFOOT a tout caporalisé. Le team presse officiel est réduit à venir annoncer dans le groupe WhatsApp qu'il a créé une conférence de presse demain à 16h, entraînement à 18h. C'était son travail. Il ne pouvait rien vous dire. Et je parie que ce n'est pas faute de vouloir dire. C'est parce que lui-même, faute de pouvoir. Il ne peut pas dire quelque chose tant qu'il n'a pas reçu l'aval. Même pour le départ. Voilà, justement, je voulais vous interroger. Cyril, vous étiez posté à l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi ces fausses annonces sur le départ des Lions? Qu'est-ce qu'on avait encore à... Première annonce. À cacher. Ils vont partir à 13h. Le 3. Le 3, oui, c'est le lendemain. Au lendemain du match Cameroun-Brésil. Nous déployons à l'hôtel. On attend. Personne ne vous dit rien. Tout le monde est là dans les couloirs. Personne ne vous dit rien. Après, ce ne sont pas des informations officielles. Vous apprenez. Non, ce sera à 15h. Il n'est même pas 15h. On vient vous dire ce sera 16h. On vous informe dans votre groupe WhatsApp? Groupe WhatsApp. Quand ce n'est pas le groupe WhatsApp, ça part de bouche à oreille. Non, il paraît que ce sera à 16h. Après, on dit non. Ce sera dans les 15 minutes qui suivent là. 15 minutes, chacun prend ça à partir de l'heure qu'il a sur la montre. On a dit ce sera dans les 15 minutes qui vont suivre. Et à un moment donné, vous allez voir que j'ai personnellement vu Zambo Anguissa qui a commandé un taxi, un Uber. Il est parti. Bon, je ne peux pas dire, je ne peux pas confirmer qu'il rentrait ou bien. Ce qui est juste qu'il a quitté l'hôtel. Il est avec à bord d'un taxi, peut-être qu'il allait faire un tour pour revenir, puisque ou alors est-ce qu'il a emporté ses bagages? Non. Voilà. Mais vous savez que les bagages peuvent aussi arriver après. Oui. Pas forcément obligé de partir. Et puis à un moment donné, il y a un remue-ménage, mouvement. On vous dit non, ils sont en train de partir, Donc un imbroglio total, on ne sait pas finalement à quelle heure il est parti. Et ça, c'est d'un de deux. On vous dit, c'est une partie de la délégation qui quitte Doha. Vous demandez qui sont ceux qui partent, qui sont ceux qui restent. Personne ne peut vous dire. Les Lions sont éliminés. On cache encore quoi? Qui sont ceux qui partent, qui sont ceux qui restent? Et Gladys a dit tout à l'heure, il y a deux aéroports. Hamad International Airport, qui est l'aéroport opérationnel, l'ancien aéroport Doha International Airport est un peu fermé. C'est pour des voyages de l'émir, du Qatar, la famille, ainsi. Mais ça a été expressément ouvert pour la compétition. Donc les deux sont opérationnels. Ils vont partir par quel aéroport? On ne vous dit pas. Nous on a annoncé, on a passé le temps à annoncer. Et la meilleure, c'est que nous International. avons fait Puis on avait deux équipes. Pendant que moi j'étais posté à l'hôtel, elle devait être à l'aéroport. Mais elle ne sait pas duquel aéroport il s'agissait. Est-ce qu'il fallait aller à Hamad ou à Doha International Airport? Donc c'était je ne sais pas, de l'amateurisme présent, je ne sais pas s'il y a un autre mot pour dire ça. Donc, j'ai contacté personnellement le team presse, je lui dis, qui sont ceux qui partent? Qui sont ceux qui restent? Il n'arrive pas à te dire. Mais peut-être pas parce qu'il n'a pas d'information, ou bien parce qu'il attend que ça vienne de quelque part aussi. Donc, c'était assez compliqué l'information, il fallait parce vraiment... ils ont le titre, le poste, mais ils n'ont pas de pouvoir de travailler. Ils n'ont aucun élément pour travailler. Parce qu'il y a une seule personne qui décide. Et comme ils ont accepté ça, c'est de l'hypersensibilisation. C'est pourquoi je dis qu'il y a confusion de rôle. Il y a des informations qui ressortent, en fait, je veux dire, qui ont trait à l'équipe nationale, doivent être gérées par le team. Oui, mais maintenant, si la fédération veut organiser sa communication... Moi, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais il semble que le type presse n'était pas reconnu au niveau de la FIFA. J'ai entendu un truc comme ça, que c'était le directeur de la communication qui était lui reconnu au niveau de la FIFA. Donc, regardez, déjà à ce moment, à ce niveau-là, tu n'as même pas de la valeur pour travailler. Tu n'as pas de la valeur pour travailler, tu travailles comme quoi?
comme un valet ou comme tu es team presse, tu n'as aucun élément, aucun pouvoir de travailler parce que tu attends toujours qu'on te dise ok, voilà l'information, voilà ce qu'il faut dire. Voilà, pour répondre à tel message. Si on te pose une question, tu te réfères à quelqu'un. Oui, j'ai tel message là, on veut savoir. Tu attends, tu es toujours dans l'attente. On tient toujours, tout vient du haut. Il y a quelques confrères qui ont raté le départ des Lions. Non, mais on était seuls à l'aéroport. À cause de ces annonces, contre-annonces et tout. À la dernière minute, quand on a dit ce sera 18h, quelques confrères sont partis. Mais nous sommes restés. Ce sera 21h. À 21h, nous sommes restés. On a dit ce sera 21h. On serait partis comme les autres. Mais nous sommes restés. À un moment donné, il y a un remue-ménage là, avant 21h, puis on avait dit même 21h. Avant 21h, on commence à dire, même la chaîne nationale était partie, la CAT était partie. Bon. Nous sommes restés, voilà comment nous arrivons à prendre en direct le départ des Lions. Même le chef de parce qu'on a été téméraires. Le chef de protocole ne pouvait pas te dire, te donner des informations. Bon, moi je ne sais pas, est-ce qu'ils ne donnent pas parce qu'ils n'en ont pas? Vous pouvez avoir de l'information, ne pas donner. Mais vous pouvez ne pas avoir d'information du tout. Non, mais moi je pense que l'information est là. Mais il y a le timing pour pouvoir la donner. Et c'est ça qui pose problème. Si aujourd'hui on fait confiance à un certain nombre de personnes et on les met à certains postes de responsabilité, il faut laisser les gens travailler. C'est important. C'est pourquoi je dis que la fédération s'est accaparée de tout, alors qu'il y a un team presse on parle quand même là d'un team presse que tout le monde connaît. Et moi, j'ai beaucoup de pincements au cœur quand j'écoute ça. Parce que quand vous connaissez de manière personnelle l'homme, vous ne savez qu'il n'est pas capable de faire ce genre de choses. Mais vous comprenez que lui également, il est contraint à un certain nombre de choses. Non, donner ne serait-ce que la simple information. S'il a l'information, il va vous la donner. Mais s'il lui est dit, Serge Pensi, qu'aucune information ne doit filtrer. Oui. Il doit s'en tenir à ce que ses patrons ont décidé de faire. Maintenant, quel est l'intérêt, comme Gladys a dit, rendu à un certain stage de la compétition? Non, là on est déjà éliminé. Voilà, on est déjà éliminé. Quel est l'intérêt de pouvoir toujours retenir l'information? Pour quel but? Est-ce que c'est toujours pour essayer de contrarier les Camerounais? Si on n'a pas pu traverser le premier tour, même voir nos lions rentrer, on ne peut pas les voir. Non, savoir ceux qui vont rester. Non. Que les gens viennent leur dire n'importe quoi à l'arrivée à l'aéroport. Mais au contraire. Vous savez, ils sont tous rentrés. Hein? Ils sont là pour bon nombre sont là. Ils sont ici en congé. Ils s'entraînent pratiquement tous les matins. On les retrouve dans quelques coins huppés de la ville. Tambia, Douala, Kayaoundé. Ils sont là. Si vous dites quelque chose, ils vont vous dire. On les empêche comment? Vous pensez que les Camerounais aujourd'hui sont soit à mesure d'aller, je ne sais pas, agresser ou quoi, faire quoi que ce soit? Non. Au contraire, on a faim de l'information. Aujourd'hui, c'est ce dont a besoin le Camerounais lambda, l'information. Il en a besoin, il a faim de cette information. Les lions rentrent, ils rentrent. Mais vous savez, ici, c'est vous-même, Serge Alain Autour, qui m'avait demandé, mais qui est rentré, qui n'est pas rentré? Est-ce que Migné était là? Parce qu'on l'attendait du côté de la Zambie. Voilà. Est-ce qu'il est revenu ici? Est-ce qu'il n'est pas revenu? Est-ce que le manager était là? Comment est-ce qu'ils sont rentrés? Et ainsi de suite. Non, le manager là. Voilà. Oui, on dit exactement. Il faut communiquer sur ce genre de choses. Tout simplement. Parce que après, plus vous retenez l'information, plus on a comme l'impression qu'il se cache derrière cela autre chose. Alors que des fois, il n'y a même rien. Il n'y a rien. Et ça, ce que nos gladiateurs qui sont rentrés de Doha nous racontent là aujourd'hui, illustre parfaitement ce qu'on peut vivre. Mais quand Charles vous dit tous les jours ici que les gens sont comprimés comme ça. Oui, Charles. Non, il n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais voilà, Gladys s'occupe, hein, de fort belle manière le siège, je crois qu'elle joue super bien. Voilà. Bon, il vous parlait que les joueurs soient libérés, parce qu'on sent une sorte de crispation, une sorte de... Et c'est voilà, c'est simplement ça. Moi je dis c'est pas normal. C'est pas normal parce que après on a quand même aujourd'hui à la tête de la fédération de personnes non seulement qui ont joué au football, mais qui connaissent et qui ont vécu ce genre de compétition. Samuel, président de l'Africa Foot, il a dit qu'il sait pourquoi on a manqué certaines Coupes du Monde. Mais oui, il a dit dans l'un de ses discours, il sait pourquoi on a manqué certaines Coupes du Monde. Il sait pourquoi on n'est pas passé. Aujourd'hui, il a l'opportunité. Comment ça se fait que ce soit pratiquement les mêmes choses que l'on revive? C'est ça la question.
Et quand on le dit comme ça, c'est pas parce qu'on a quelque chose contre lui, c'est pas parce qu'on a... Mais c'est un constat, c'est ça l'information. L'information aujourd'hui, c'est que on en a été suspendu de manière temporaire et aujourd'hui, là, il ne vient plus. Voilà l'information. Et quand vous rentrez dans le temps, vous essayez d'interroger un peu le parcours de certains lions. Dans certaines Coupes du Monde, vous vous rendez compte qu'on a vécu ces choses. Et les mêmes étaient là, parce que Patrick Mboma était là, Kalankongo était là, Rigobert Song était là, pratiquement, oui. Rigobert Song était là, Augustine Simon. Non, il a une génération derrière. Oui. Derrière voilà. Avant. Mais, Avant, c'est-à-dire que... oui, ben, vous comprenez que bon nombre, ils étaient quand même là. S'ils savent ce qui a manqué hier, comment on fait aujourd'hui pour reproduire les choses d'hier? C'est un artiste camerounais qui aime souvent dire les mêmes choses. On vit ça au quotidien. En 2008 au Ghana, Coupe d'Afrique, ils peuvent nous dire comment ils ont fait avec Autofisseur. Hein? Comment Jérémy Ditabi. Et c'est pour cela que vous... de l'équipe avec Autofisseur. Voilà, ils peuvent nous dire, non? Et c'est pour cela que généralement, face à certaines ambitions et à certaines déclarations, vous avez des Camerounais qui vous disent de manière logique, connaissant notre environnement, connaissant notre fonctionnement, ça, c'est pas possible. Parce qu'on n'est pas encore prêt. L'amateurisme dont on parle là, est-ce que vous pensez que dans un milieu où vous avez des gars qui sont au quotidiennement professionnels et tout est millimétré, calculé, je dis au micron près, c'est-à-dire si on dit 10 heures pile, tout le monde part, tout le monde est parti à ce moment donné. Ils sont habitués à vivre comme ça au quotidien. Quand on parle de ce ras-le-bol d'André Anguissa, les gens viendront demain après demain, vous l'insultez sur la toile pour dire qu'il se prend pour qui? France Anguissa. On va vous dire non, il est qui? Il a même joué où? Il connaît même quoi? Oh, le gars, il est habitué au quotidien à un fonctionnement professionnel. Quand on vous dit 8 heures, c'est 8 heures. On vous dit 10 heures, c'est 10 heures. Moi, ça me surprend quand tu dis celui qui gère la fédération a joué au haut niveau et que ça se passe aujourd'hui. C'est inacceptable que ce soit son Augustin Simon, Kalankongo, Eto, tous ces gens, Boma, Michel Mutombo, ils sont toujours au haut niveau. Là où la ponctualité est de taille. On ne blague pas. Mais tu vois, les lions doivent rentrer, on te donne 4-5 rendez-vous. On dit à 13h, 14h, 18h, 21h. Tu ne comprends rien. Est-ce que c'était du fait des lions? Mais c'est même ça le problème, puisqu'il n'y a pas d'information. On vous dit, bon, voilà, on a appris que... Oui, mais c'est du fait des lions. Pourquoi vous pensez que c'est du fait des lions? Non, il y a une séquence. Pour que les lions se déplacent. Si ce n'est donc pas du fait des lions. S'il te plaît, pour que les lions se déplacent, il faut un avion. Oui. Ouais. Voilà. L'avion, c'est pas... L'avion ne dit pas qu'il vient à 14h, après il vient à 15h, après il vient... Voilà. Donc on sait quand est-ce que l'avion doit... Et si l'avion n'est pas là, alors on a vu ça ici. Hein? Oui, si l'avion n'est pas là... Avec l'avion... Si l'avion n'est pas là, on doit communiquer... Une compagnie angolaise, TAG, hein? Oui. Vous connaissez l'histoire. Est-ce que c'est du fait des joueurs? Non, ce n'est pas tout à fait des joueurs. Mais on est en contact avec l'équipage qui doit ramener les lions au Cameroun. On est en contact. On sait à quel moment ils vont atterrir à Doha et à quel moment ils vont repartir. C'est l'information qu'on doit donner. Ce qu'on disait, c'est la non-communication. Dites que le vol était prévu pour 15 heures. L'avion n'étant pas encore arrivé, il est reporté pour 16 heures. C'est l'information. Mais si on vous disait, on ne part plus, on part à 16 heures. Ça n'est pas une information. On dit on va à 16 heures. C'est pas... Donc c'est la gestion de ce type de problème qui fait justement problème. Vous qui étiez à Doha, à un moment, on a décidé de vendre l'image de marque du Cameroun à travers l'API. Les responsables ont effectué le déplacement de Doha, sont partis de Yaoundé pour vendre l'image. Comment ça s'est passé concrètement? On a décidé de vendre le Cameroun. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si c'était vendre effectivement l'image. C'était une rencontre, on peut dire, est-ce qu'on peut qualifier ça rencontre d'affaires? Parce que, entre qui et qui? Entre des investisseurs camerounais et des investisseurs qataris. Ils étaient dans la salle? Il n'y avait pas de Qataris. Comment? Attendez. Non, c'était l'annonce qui avait été faite. Non, il n'y avait pas. Comment il n'y avait pas de Qataris? Oui, nous étions sur le terrain. Oui, on a annoncé quelque chose et puis... Oui, Gladys, vous étiez là. Les Camerounais avec qui en face? C'était des Camerounais. Des Camerounais en face des Camerounais? Oui, c'était des Camerounais. Les Camerounais parlaient aux Camerounais. C'est des Camerounais, il y en avait qui venaient des États-Unis, qui venaient de partout dans le monde, vraiment. Et
Je pense que la dame, à l'origine du projet, a fait savoir à un moment au président de la FECAFOOT que lui, avec ses grandes relations, il devait convaincre ses partenaires à lui de venir investir au Cameroun. Donc, naturellement, on était invité à cet événement, on y était. Et ce qui nous a un peu choqué à la fin... Encore? Mais vous avez passé le temps à être oui, choqué, là. bien sûr. Parce que le Tout minimum... Mais oui, j'écoutais le minimum. Quand on se déplace sur une mission comme celle-là, c'est pas pour aller jouer. Nous sommes des professionnels de l'information. Tout ce qu'on demande, c'est l'information et la bonne information. C'est la raison pour laquelle on va à la source. Maintenant, on ne peut pas avoir des blocages parce que l'accès à l'information demeure vraiment un luxe de manière générale, encore malheureusement pour les journalistes. Mais on se dit quand même que sur un théâtre d'opération comme la Coupe du Monde, ça peut, étant donné qu'on est même à l'étranger, on est à l'extérieur, ça peut encore être plus fluide, ça peut être fluide quand même. Et même là, un événement où vous êtes invité, c'est-à-dire que vous n'avez rien demandé à personne. On vous a adressé une invitation. Vous avez trouvé du temps pour être là. Et maintenant, au moment de faire les interviews, on vient prendre un média parmi tant d'autres pour aller accorder l'interview. Non, attendez. On vous invite? Oui. On refuse que vous fassiez l'interview. Mais on n'a pas pu faire l'interview. Nous sommes rentrés sans interview. On a transposé les habitudes camerounaises du pays là. À Doha. Oui. Ouais, mais vous savez... Vous voyez comment ça se passe? Attendez, ça se passe même dans les cérémonies ici. Même dans les cérémonies. Et puis lorsque moi j'insiste... C'est pas les Doha. Et puis lorsque moi j'insiste auprès d'un des responsables de la fédération, le porte-parole du président de la FECAFOOT, je lui dis, est-ce qu'on aura l'occasion de faire l'interview? Parce que je suis allée vers la dame qui était en charge de l'événement. Elle me dit non, le ministre va parler. Maintenant, on vient prendre un média et puis le média va faire l'interview avec le ministre. Nous, on est là. Après, on dit venez manger. On va manger. Venez manger. Chicken balini. Mais on dit, maintenant, vous ne mangez pas, vous ne venez pas manger, allez vous servir. Mais non, il y a interview où il n'y a pas. Après, tout le monde disparaît. Non, mais soyons sérieux au bout d'un moment. Soyons sérieux. Vous n'avez pas mangé? Mais non, moi, personnellement, je n'ai pas mangé. Vous n'avez pas la robe manger. Ouais. Parce que non, à un moment, il faut qu'on arrête. On arrête cette façon de traiter les gens. On a dépensé énormément d'argent pour aller à... Le minimum, c'est la coupe, c'est avoir de l'information. C'est ce qu'on est venu chercher. Et quand vous voyez un média, vous savez ce qu'on est venu. Si vous ne pouvez pas nous apporter cette information, et au moins la décence de nous dire non, mais écoutez, pourquoi vous avoir même telle invité? Information est réservée pour le média public, par exemple. Bon, on ne peut pas vous accorder. C'est simple, c'est très simple. On vous connaît. C'est très simple. Que le média public vend mieux l'image du Cameroun. C'est très simple. Je dis qu'il paraît que le média public vend mieux l'image du Cameroun, c'est ce que ça veut dire. Okay. C'est Spencer, vous vouliez ajouter, vous vouliez dire quoi? Non, moi, tu sais, vendre le Cameroun, on a dit vendre le Cameroun au Qatari. Moi, j'ai vu regarder ce reportage, je n'ai vu aucun Qatari. C'est vrai que mais les Qataris, tu sais, tu les reconnais toujours par leur habillement. Hein? Non, Gladys dit que ça ne suffit même plus à l'habillement. Oui, j'ai dit, par l'habillement, tu les reconnais. Parce qu'à la domicile, hors du Qatar, ils peuvent s'habiller comme tout le monde. Mais au Qatar, ils s'habillent toujours, ils ont toujours leur gandoura et tout. Hein? Et je n'ai rien vu. Quand on va au Qatar et on cherche des investisseurs, il y a meilleurs investisseurs au Qatar que les Qataris. Non, il y a eu une rencontre des présidents. Pour moi, on va parler des présidents. Pour moi, c'est du saupoudrage, c'est pour tromper les gens et tout ça. C'est tout tromper les gens. On appelle ça communément, c'est de la fémania. C'est de la fémania. J'ai vu... À ce niveau? Oui, j'ai vu des gens, il y avait un monsieur, je ne sais pas si je me souviens très bien, il avait un short, jean et tout ça là, un tricot, quoi, investisseur, dans un truc sérieux. Dans un truc... Non, dans un événement sérieux, on ne s'habille pas comme ça. Vous avez souvent vu Mark Zuckerberg? Oui, mais il n'est pas venu en short. Non, j'ai posé une question. Oui, je sais. Mais je dis que quand on parle de vendre, là où on se rencontre et tout, dans un hôtel et tout, bien, on ne vient pas débrailler là comme si on allait à la plage. Ok. Cyril, vous dites qu'il y a également eu une rencontre avec le président de club. Non, c'était pour parler de cet esprit de caporalisation qu'on est en train de dénoncer. Aucun président de club ne peut vous dire ce qui s'est passé. Même les présidents de club?
Ils ont assisté à une rencontre, mais ne peuvent pas vous dire ce qui s'est passé. Ils disent qu'on attend que celui qui a organisé la rencontre, c'est à lui qui revient l'exclusivité de dire ce qui s'est passé. Mais entre-temps, vous allez voir quelques présidents, chacun se vante, j'ai signé. Voilà, justement, j'allais dire, on a vu le président de Unicom dit qu'il a... Qu'est-ce qu'il dit, le président de Unisport de Yonkam? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a réussi à signer justement un partenariat avec une structure qatari qui viendra ici construire un complexe pour l'Unisport du Yonkam. Et puis nous, on se posait des questions, oui. C'est bien beau, on applaudit, mais comment est-ce que ça va se passer? Ils évoluent davantage en solo. Vous ne pouvez pas assister à une rencontre. Il n'y a même pas ce qu'on appelle le fameux communiqué final. Et puis maintenant, c'est en solo, chacun dit, bon, écoutez, moi j'avais quand même signé un truc, parler de Unisport, APGS va dire ça part, Bambutos va dire ça part. Mais je connais des présidents de club avec qui on a échangé qui vous disent que non, celui qui a organisé la rencontre, à lui de dire ce qui s'est passé. Encore que tous ces présidents de club ne sont pas allés à Doha. Ça, je l'avais dit ici. Tous ne sont pas allés. Bon, on peut penser que c'est un problème aussi à leur niveau, eux, les présidents, au niveau de la SEC. Parce que il y a eu un budget qui a été débloqué pour leur participation, en tout cas, pour leur voyage à Doha. Certains, d'après nos informations, certains présidents de club ont estimé que ce budget, ils ne peuvent pas le prendre pour voyager. Donner ma quote-part, je reste au pays, ça peut me permettre de gérer quelques problèmes au club. Avec les joueurs, D'autres ont estimé qu'ils devaient voyager. Ils ont voyagé et apparemment auraient utilisé l'argent puisque tout compte fait, ils n'ont pas laissé ce qu'ils devaient laisser aux autres qui, eux, ne voulaient pas voyager, qui demandaient. Ils ont commencé à se prendre en charge puisque même l'hôtel qui leur avait été promis, ils n'ont pas logé à l'hôtel. Ils ont dû eux-mêmes trouver des moyens d'hébergement et tout. Et comme on dit vulgairement, l'argent est fini. Et ceux qui étaient restés, qui avaient dit donner notre part, nous on va gérer ici. Ils n'ont pas effectué le déplacement. La SEC va... Il y a eu à un moment cette histoire de supporters camerounais qui ont été renvoyés au pays juste alors qu'ils allaient pour 3 matchs, juste après une seule rencontre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La question des supporters est véritablement complexe parce qu'il n'y a pas d'organisation au niveau... Même ceux qui étaient à Doha, parce qu'à Doha, il y a 2 types de supporters. Il y a des Camerounais qui résident, qui sont installés à Doha. Oui. Il y a des Camerounais qui sont dans les pays voisins, à la oui. Même qui sont partis du Canada, des États-Unis, pour venir soutenir les Lions indomptables. Ils se posaient un problème de ticket d'accès au stade. Comment cela a été géré au niveau de la fédération? Il n'y a pas eu une organisation. Et du coup, des Camerounais ont commencé à se plaindre. Nous sommes là, mais nous n'avons pas de ticket. Nous avons par exemple rencontré, il y a même plusieurs groupes, on va dire associations de Camerounais à Doha, puisqu'il n'y a pas une seule association qui croit que ce n'est pas non plus organisé. Donc chacun crée son association, l'autre crée son association. L'ambassadeur du Cameroun, qui lui il a résidence en Arabie Saoudite, mais ses pouvoirs s'étendent jusqu'au Qatar. Il aurait remis 15 000 € pour l'organisation du séjour des supporters camerounais, les mobilisations et autres. Pendant que celui qui a les 15 000 € dit voici l'argent, j'attends de voir ce qu'on en fera. D'autres disent qu'on n'a rien vu, on n'a pas de ticket, on ne peut pas accéder au stade. Tout cela, c'est la mauvaise organisation. On dirait que le Cameroun n'a pas préparé cette Coupe du Monde. Pourtant, c'est un Camerounais, président de la fédération, qui était ambassadeur de la Coupe du Monde. On ne comprend pas comment le Cameroun n'arrive pas à préparer sa participation à une Coupe du Monde. On a parlé de ces groupes de danse, ces activités culturelles qu'organisaient même les pays qui n'étaient pas représentés, en tout cas qui n'étaient pas qualifiés. Mais ils ont organisé de manière à ce qu'on puisse les voir également. Ils ont tenu à être présents, même si ce n'est pas sur le stade. C'est à travers d'autres activités. On a vu le Kenya, on a vu l'Ouganda et beaucoup d'autres pays africains qui ont vendu leur image. Mais le Cameroun, qui avait le privilège d'être parmi les 32 pays qualifiés, on n'a rien vu en dehors des 3 matchs qu'on a vus sur l'aire de jeu. Ok, Gladys, les Camerounais, il y en a à Doha? Oui, il y en a tellement. Voilà, ils sont bien organisés. Combien sont recensés, c'est-à-dire reconnus sur les fichiers, on va dire comme ça,
la principale association qui les encadre? Oui, selon le président de cette association, il a parlé de 700 membres qui sont actifs au sein de cette association. Donc ça, c'est ceux qui sont actifs. Il a les noms, il connaît un peu la situation de tout le monde. Mais si lui parle de 700, c'est clair que c'est un peu plus de 700 Camerounais qu'on retrouve là-bas. Alors on peut parler des milliers de Camerounais qui sont de ce côté-là et qui, s'en sortent tant bien que mal. Hein. On ne va pas dire que... Bon, pour ceux qui ont réussi à comprendre le système, à s'adapter au système, vraiment, ils tirent leur épingle du jeu comme partout dans tous les autres pays. Donc, si tu réussis à comprendre le système et tu t'adaptes vraiment aux lois, règlements du pays. Pays d'accueil. Ils ont leur rassemblement tous les vendredis. Ils se rassemblent, ils font des petites tontines, ils font le 2-0 le vendredi. Le vendredi, c'est le jour férié là-bas. Le dimanche ouvert, les fonctionnaires vont au travail comme tout. C'est ce que je vous disais, la messe se fait c'est vendredi. Ils se rassemblent, ils font le 2-0. Et ils posent un problème de représentation diplomatique. Oui, c'est vraiment une énorme... Ils trouvent que Riyad est trop loin, Arabie Saoudite? Ils trouvent qu'ils sont suffisamment nombreux, sans te couper, Gladys, qu'ils sont suffisamment nombreux et ils pensent qu'ils méritent déjà être représentés sur le plan diplomatique. Il y a eu un décret, en 2016, qui créait une ambassade du Cameroun au Qatar, mais entre 2016 et 2022, rien n'a été fait. L'ambassadeur réside toujours à Arabie Saoudite. Ces Camerounais l'attendent, ils aimeraient disent, bien. Quand ils posent un problème, le temps pour l'ambassadeur de partir d'Arabie Saoudite arriver à Doha, entre-temps, il faut bien résoudre le problème. Ils veulent avoir une représentation diplomatique digne de ce nom à Doha. À Doha. C'est ainsi, voilà, la coupe, le rideau est en train de tomber, le noir équinoxe. L'objectif, c'est quoi? On attend le rapport? Oui, on peut attendre ceux qui veulent attendre, qui croient au film chinois. Ceux qui veulent attendre, vous n'attendez pas? Non, je ne crois pas au film chinois. C'est-à-dire, quand tu es tout petit, on partait regarder le film chinois. Quand on donne le coup de poing, tu entends un bruit très fort. Et c'est après qu'on a su que c'était accompagné de sonorisation. Donc, c'était pas... Moi, je ne crois pas à tout ça, tout ce qu'ils font là. Parce qu'ils sont... on est dans une situation où il y a de l'imposture partout. Et pour couvrir cette imposture, ils ne vont pas vous donner des rapports. Ils ne vont pas vous donner des rapports. Parce que... Est-ce que Rigobert doit continuer à être notre manager sélectionneur? C'est ça la question. Le rapport va nous dire quoi? Mais vous avez dit, il peut avoir fait des erreurs. Oui, mais... Vous-même, vous avez reconnu que Rigo, c'est un jeune sélectionneur. Oui, un jeune sélectionneur. Est-ce que le Cameroun, 8 participations à la Coupe du Monde, 33e mondial actuellement, passé de 43e à 33e, 4e pays en Afrique, est-ce qu'on a besoin d'un jeune entraîneur, d'un jeune coach? C'est ça? Le Cameroun a besoin d'un jeune coach? On a réclamé un coach camerounais. Oui, mais un coach. Et parmi les coachs camerounais, est-ce que c'est le meilleur coach camerounais? C'est ça la question. On doit répondre à cette question-là. Quand le Maroc te présente Wali Regragui, c'est parce que c'est le meilleur Marocain. Et pour remplacer qui? Vaïd, hein? Avec preuve à l'appui, hein? C'est pas... avec preuve à l'appui, avec des expériences. Il était l'adjoint de Renard quand il était là-bas. Donc, c'est une expérience. Et Renard a fait du bon travail au Maroc. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Rigobert Song? C'est ça la question. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis maintenant parce que j'en parle, mais qu'est-ce qu'on fait de lui? Parce que les autres choses ne sont pas intéressantes. Là, pour la prochaine fenêtre FIFA, c'est en mars. Janvier, février. En mars, on aura des matchs, soit de coupe éliminatoire de Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait de Rigobert Song? On continue comme ça? Non, mais avant même de savoir ce qu'on fait de peut-être que comme il dit, si on sait qu'on est en danger, on n'est pas en danger. Peut-être que, comme il sait qu'il est en danger, il n'est plus en danger. Non, je voulais dire qu'avant même de chercher à savoir ce qu'on fait de Rigobert Song, il faut que le Cameroun apprenne à préparer ses compétitions. Oui. Et non ses matchs. Lorsque vous regardez la Coupe du Monde qui vient de se dérouler là, vous avez l'impression, et ce n'est même pas une impression puisque c'est ça, le Cameroun a préparé le match contre le Brésil. Le Cameroun n'a pas préparé la Coupe du Monde. Il fallait gagner le Brésil.
On a gagné le Brésil, ok, les gens jubilent. Est-ce que c'était donc ça, la Coupe du Monde, aller gagner le Brésil? On a eu la même chose à la CAN. Et moi, j'aime bien rappeler cette image-là. Demi-finale Cameroun-Égypte. Nous, Solo Solos, le meilleur match de sa carrière. Il a bloqué, il a mis Salah sous les témoins. Tout le monde crie, oh Mo Salah, il a trouvé garçon aujourd'hui. Mo Salah a trouvé garçon. Entre-temps, le Cameroun est éliminé. Et c'est Mo Salah qui est qualifié pour la finale. Est-ce qu'on jouait une CAN pour venir fermer, bloquer Mo Salah et dire, ok, bon, on a fait notre CAN? Ou alors on avait un autre objectif? Donc je dis, le Cameroun a préparé le match contre le Brésil. Le Cameroun n'a pas préparé la Coupe du Monde. Donc il faut qu'on apprenne à préparer la compétition. Quand je parle de ce qu'il faut faire avec Robertson, c'est dans la préparation de la compétition. Dans la préparation, il y a la CAN qui arrive. La CAN qui arrive dans un an, en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis après ça, il y aura une autre CAN encore. Et puis il y aura la Coupe du Monde en 2026. Et il faut préparer toutes ces compétitions. Il faut mettre un plan d'action. On connaît les fenêtres FIFA jusqu'en 2024 ou 2025. On connaît toutes les fenêtres. Jusqu'en 2024, on a toutes les fenêtres FIFA. Donc maintenant, on peut s'asseoir maintenant, dire voilà, on se fixe des objectifs, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce que les adversaires qu'on doit rencontrer, commencer à négocier maintenant. Pas de rester là comme ça et au dernier moment, on te sort un truc, non, on voyage, on va en Corée du Nord rencontrer faire un tournoi de banque ou de quoi, rencontrer l'Ouzbékistan qui nous lave comme il nous a lavé, tout ça. Non, il faut programmer, avoir un programme comme toute une nation, comme toute nation de football qui a un programme sur 2 ans, savoir que à telle date on fait ceci, à telle date, et on cherche tel adversaire, on cherche ceci. Nous, on veut toujours qu'on nous invite. On a conçu Olembe et Japoma, et même peu comme à Bafoussam, à Limbé. Et c'est ça aussi, ça doit aussi participer à la vulgarisation des lions indomptables. Les lions indomptables ne peuvent pas se limiter à jouer les infrastructures, à jouer seulement à Douala et à Yaoundé quand il y a un match de Coupe d'Afrique ou un match de Coupe du Monde. Mais on doit organiser. Pourquoi on peut aller jouer un match international à Bafoussam, Cameroun, je ne sais pas, Cameroun-Maroc, match amical à Bafoussam? Pourquoi on peut aller jouer un match à Garoua? Pourquoi on peut aller jouer partout? On va vous dire que les cadets jouent là-bas. Les cadets jouent là-bas? Les cadets jouent à Pécon. Ah bon, les seniors ne peuvent pas jouer là-bas. Encore même les cadets, c'est très difficile et compliqué. À un moment donné, les cadets Pécon avait adopté les cadets. On les a pas vus depuis. Même en championnat, Amine Maï, pourquoi ça se joue sur les stades annexes? Alors que nous avons les infrastructures. Très belle question. Pourquoi le championnat se joue sur les stades annexes? Très belle question. On va terminer ce débat aujourd'hui? Très belle question parce que... Je pense qu'on va terminer ce débat. L'entretien peut-être. Parce que là... La raison qui est régulièrement évoquée, c'est l'entretien. Non, c'est pas l'entretien. L'entretien? Comment? Oui, il faut entretenir les stades. Entretenir, oui, ça peut partir. Oui, mais on... Donc quand on ne joue pas, il s'entretient tout seul? Non, on estime qu'en programmant les matchs là-bas, le risque de détérioration est plus grand. Détérioration de quoi? On a conçu ce stade. Non, moi je dis ce qu'on dit, je ne dis pas que c'est... Ah bon? Oui. Moi je pense qu'il faut faire vivre. Parce que j'ai encore vu la prochaine journée, là, je vois stade annexe. Comment on joue encore le stade annexe? Moi je pense que si c'est pour la question des stades, elle est très bien, elle est bienvenue. Justement, c'est à cause de la politique et de l'organisation générale. C'est tout simplement ça. Et on revient toujours justement à ce fameux problème d'organisation. Tant bien en équipe nationale aujourd'hui que dans notre championnat ou alors dans nos différents championnats nationaux. C'est ça. Vous savez, quand on sort de la CAN, ici au Cameroun, que l'on perd, parce que pour moi, on organise une CAN, on doit la gagner, surtout que c'était l'objectif. On n'a même pas joué la finale. Vous savez ça. On n'a pas joué la finale, donc c'était une CAN, pour moi, c'était une CAN foireuse, c'était un fiasco. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'au sortir de cette CAN... Oui, non. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'au sortir de cette CAN, on a tiré des leçons? Non. Non. Comment ça? On n'a pas tiré de leçons. Sinon... Non, on a tiré. On n'en a pas tiré. On n'a plus jamais joué un seul match à Olembe. On a tiré leçon puisqu'on a remplacé le sélectionneur. Oui. C'était lui le problème, non? Non. Vous savez... C'était pas lui le problème? C'est pas le sélectionneur le problème. Je parle d'organisation, de politique et d'organisation générale. Encore que si vous voulez remplacer, parce que vous estimez
que c'est lui qui pose le problème. Vous prenez quand même quelqu'un qui a un background, un temps soit un peu plus haut que celui-là. Vous n'allez pas enlever à Rigaud le fait qu'il nous a envoyé à la Coupe du Monde. Hein. La Coupe du Monde, les qualifications de la Coupe du Monde, l'homme de bilan. les qualifications de la Coupe du Monde, les qualifications de la Coupe du Monde. On ne va pas, l'histoire retient de ça. Les qualifications de cette Coupe du Monde étaient séquencées. Danger. Si on avait échoué avant, on n'aurait pas eu l'opportunité d'avoir Blida. Donc on ne peut pas justement bafouer comme ça d'un revers de la main le travail qui a été fait avant. Et c'est toujours sur ce travail fait que l'on trouve qu'il faudrait que l'on s'appuie pour préparer les succès de demain. Mais c'est ce que l'on ne fait pas. C'est ce que l'on ne fait pas. Moi, j'ai demandé, quand vous avez une équipe qui perd en demi-finale chez elle, dans une Coupe d'Afrique des Nations, et vous regardez l'équipe qui est sortie au premier tour de cette compétition, vous pensez qu'il y a eu une évolution? Est-ce que vous pensez? Parce qu'on n'a pas, vous savez, on a perdu. On en a parlé ici tout à l'heure. On a perdu le temps dans les querelles, les disputes, les injures, les camps, les écrits, les hubons, équipementiers, pas équipementiers, quel maillot on va porter, quel maillot on ne porte pas, les procès en justice que l'on nous avait promis n'existeraient plus, et ainsi de suite. Voilà ce dans quoi nous avons perdu toute notre énergie et nous avons mis tout notre temps. On n'a pas pris le temps de s'asseoir et de penser qu'il fallait préparer minute by minute, séquence par séquence, compartiment par compartiment, une compétition comme la Coupe du Monde. Non, on s'est dit que avec des déclarations, avec des théories et consorts, on pouvait aller gagner certaines rencontres de football. C'est pas vrai. Il faut aujourd'hui préparer. Et c'est pour ça que peut-être qu'on est là aujourd'hui en train de faire le bilan, parce que on sait, et c'est pour cela qu'on demande ce bilan, pour savoir ce qui n'a pas marché. Parce que c'est à travers ça que l'on va se projeter pour l'avenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à l'équipe nationale? Et si ça vient pas? Mais on s'attend tout simplement à ce qu'en 2026, parlant de la Coupe du Monde, l'on ait encore une expédition foireuse avec beaucoup de scandales à l'appui et certainement un joueur qui va dire qu'il ne joue plus. Qui va dire qu'il ne joue plus. C'est ça. C'est ça. Parce que quand on fait 2002, on a un joueur qui dit qu'il ne joue pas. En 2006, on n'est pas là. On revient en 2010, vous savez, ce qui se passe, c'était du jamais vu. 2014, on reproduit. On fait une sorte de copier-coller. On arrive en 2022, on se dit, oh, ok, aujourd'hui on a des gens qui étaient là hier. Ils savent pertinemment de quoi il s'agit. Ils ne vont plus, mais alors, malheureusement, on tombe encore sur ce genre de choses. On se dit, non, mais c'est pas possible. Ok, ils n'ont pas eu le temps conséquent. Ils vont dire, oui, on leur accorde ça. Mais aujourd'hui, il faut faire d'abord un bilan, essayer de travailler, et de manière profonde. Et ça passe justement parce que vous avez ouvert comme fenêtre, autant pour moi, c'est Jalais. Peut-être vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Vous avez ouvert une très grande fenêtre là, parlant justement des stades et de l'organisation de ces championnats, pour dire pourquoi. Parce que tout part de là, Serge, parce que cette restructuration, cette reconstruction passera par là. Ces infrastructures que nous avons aujourd'hui, elles nous servent à quoi? Le football au niveau amateur, au niveau jeune, se joue à quel moment, quand, où et comment? Aujourd'hui, le football professionnel, comment est-ce que l'on l'explore? Quelles sont les voies de sortie? Comment? Quelle est la plus... J'ai dit, c'est ça. Parce que, vous savez, les gens se disent que le championnat national, ou alors aujourd'hui le championnat professionnel, c'est dit qu'on va signer... Oui, c'est bien bon. C'est dit qu'on va signer un partenariat pour monter un match à multiplex. Mais encore faut-il savoir ce que l'on montre au Camerounais. Moi, je le dis, parce que ce n'est pas ça le problème de fond. Il y a des problèmes de fond que tant que l'on ne résout pas, on sera toujours en face de ce que l'on voit pratiquement tous les week-ends et tous les milieux de week-end dans nos différents championnats. On sera toujours en train de jouer dans des annexes où, s'il pleut ou il fait chaud, vous n'avez pas un seul ombre, un seul abri pour pouvoir vous mettre parce qu'il pleut ou parce qu'il ne pleut pas. Alors qu'à côté, il y a tout un grand stade qui a été construit pour la circonstance et pour la cause. Moi, je dis non. Et ce sont justement des problèmes qu'il faut mettre aujourd'hui sur la table pour repenser de manière globale et générale, afin de permettre justement à ce football, pourquoi pas, de retrouver toute sa grandeur. Ok. Pensi. Oui, tu as posé une question centrale de notre football. Qu'est-ce qu'on fait de ces stades-là? Pourquoi on n'organise pas les matchs dans ce stade? Tu fais jouer dans les annexes. Aujourd'hui, on dit qu'on joue le football jeune. Vraiment un peu. On envoie les enfants jouer à Cour suprême. On les envoie jouer à Camrail, sur le sable. On dit football jeune. C'est là-bas où ils jouent. Cour suprême, sur la terre. Camrail, Stade Sécam. On a les infrastructures. Mais quand on dit football jeune, football amateur, vous dites football professionnel, les gars s'entraînent tous les jours sur le sable. Ils viennent jouer un match sur le gazon. Vous voulez que j'ai un spectacle?
Nous, on a des infrastructures. On joue le match, le grand à l'intérieur. Les années sont les met à disposition des clubs qui, avec des conventions et les ententes, peuvent voir dans quelle mesure on s'occupe de l'entretien. Bon, il y a deux choses. On a des infrastructures, mais on n'a pas des infrastructures pour développer le football. On a des infrastructures pour jouer des matchs. Mais pour développer le football, on n'en a pas. Parce que les terrains d'entraînement dont parle Maï, pour les jeunes et tout ça, là, on n'a pas des aires de jeu. Ça s'appelle en langage technique des aires de jeu. On n'en a pas. C'est-à-dire que vous voyez par exemple, sans faire publicité, le terrain de Camtel, là où les gens jouent à côté de Camtel, là, on peut faire une aire de jeu là-bas avec 10 terrains de foot. Gazonné avec le gazon synthétique. Pourquoi le gazon synthétique? Parce qu'on peut le piétiner minimum 14 heures par jour, il n'aura pas de problème. Alors que le gazon naturel, c'est maximum 3 heures par jour. Et là on doit penser à ça. Parce que le gazon naturel qu'on a mis partout dans les stades annexes là ne peut pas tenir. D'ailleurs, on le voit. Il faut déjà penser à le décaper et mettre du gazon synthétique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est quoi? Organiser les matchs dans les stades. Est-ce qu'on peut remplir ces stades? Moi, je réponds oui. On peut remplir. Je réponds qu'on peut remplir ces stades. Mais ça demande une étude. Et moi, je vous parle, j'ai proposé cette étude au ministère et à la FECAFOOT. Qu'on fasse une étude. Comment on va remplir les stades pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Pourquoi on doit le faire? Parce que le football professionnel représente une niche d'argent. On peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, le football n'est pas seulement cette histoire où on pousse le ballon, on est là. C'est du foot, c'est du sport spectacle. Et je crois qu'on a déjà... Peut-être que je me suis dit, là, quand on a organisé les trophées de champions et tout ça là, je me suis dit qu'ils ont lu mon document. Parce que je parle là, j'ai donné un document. Hein. J'ai donné un document illustré comment ça doit se passer et tout. Donc vous retrouvez quelques-uns. Je retrouve exactement ce que j'ai dit. Mais ils ne peuvent pas avancer parce que je me suis arrêté. J'ai dit que là, on doit faire une étude. Il ne peut pas, parce que les gens, tu sais, tu peux donner une voiture à quelqu'un et tu dis, bon, voilà ma voiture et tout ça là. Et il prend la voiture, il se met à conduire. Il ne sait pas que pour toi, tu passes de 0 à 100 km en 3 secondes. Dès qu'il met le pied sur l'accélérateur, bon, il a fait l'accident. C'est ça. Donc, non, c'est exactement. Écoute-moi. Donc, ils ont un document. Je vais demander qu'on fasse une étude. Parce qu'il est inadmissible qu'on soit au Cameroun, qu'on organise notre football. Les clubs pleurent tous les jours. On n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, on a celui-là. Mais on peut trouver cet argent au Cameroun avec un produit qu'on va développer. Le produit là, c'est le produit de notre football. Et on associe. On crée un produit camerounais que les Camerounais vont consommer. Et c'est ça que je demande à la fédération. Il faut faire cette étude-là. Et c'est possible. On l'a fait ailleurs. C'est pas impossible. Même ici au Cameroun, on a des stades pleins. Oui. Non, attends, moi, je voulais dire un mot. Oui. Oui, on va sortir avec les Lions. Hein. On sort. Ce que le Qatar a fait, par exemple, vous voyez que le stade 974 est démonté. La plupart des 8 stades de la Coupe du Monde, les capacités seront réduites pour ceux des stades qui ne seront pas démontés purement et simplement. Donc les 40 000 places et autres, ils vont les ramener à 20 000 places après la Coupe du Monde. Parce qu'ils ont compris que avec la prise d'athlétisme, ils ne peuvent pas. D'abord, ils n'ont pas un championnat qui fait courir et puis ça ne sert à rien les stades. C'est pourquoi moi je me dis toujours à quoi sert Olembe et Japoma à côté de la réunification et Amadou Ahidjo. Ça c'était une erreur, on a déjà fait cette erreur là, on continue. Donc ça a été mal pensé. Oui, okay. C'est clair. Gladys, voilà, les Lions sont rentrés. Objectif Côte d'Ivoire. Nous devons y être. Hein. Les Ivoiriens nous attendent. Hein. Mais oui, on doit y être. Voilà. On doit y être. Le Cameroun, quand, c'est une en Côte d'Ivoire sans le Cameroun, non, les Ivoiriens ne seront pas contents. Ce ne sera pas pareil. Donc, ils nous attendent, hein, nos amis ivoiriens. C'est la belle famille. Donc voilà. On sera là. Le Cameroun, on doit être en Côte d'Ivoire. Hein. De football, donc on doit être en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, on doit travailler. Avec quelle équipe? L'équipe, quand on connaît comment ça fonctionne très souvent, est-ce que vous pensez, vous avez foi en cette équipe qui a battu le Brésil avec Ngom, Ebossé, Wo et les autres? Bon, c'est clair qu'il y a quelques... Vous pensez que c'est ces gars-là qui vont, ou bien on va nous ressortir il y a de la les matière. anciens, non?
il y a de la matière, il y a du talent, même dans notre championnat local, Serge. On ne peut pas manquer les joueurs. Mais maintenant, le tout, c'est l'encadrement, le management avant la compétition en elle-même. C'est pas comme si on va se coucher et dormir et puis attendre la veille de la compétition pour pouvoir voir est-ce qu'on peut prendre tel, est-ce qu'on ne peut pas prendre tel, est-ce qu'il faut enlever rapidement le nom de tel pour créer les polémiques inutiles. Je pense que c'est maintenant que tout se prépare et il y a de la matière. On a vu l'équipe qui a joué contre le Brésil, c'est cette équipe de rêve que tous les Camerounais auraient souhaité voir face à la Suisse lors de notre première sortie dans ce mondial. Donc à côté de cela, si on met de côté les faits divers et tout ce qui va avec, je pense que le Cameroun a tout vraiment pour briller durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Algérie, c'est votre sentiment également? On doit continuer avec l'équipe face au Brésil? Non. Peut-être, mais je ne suis pas euphorique après ce type d'exploit, puisque après tout c'est un exploit. On ne peut pas se contenter des exploits. L'exploit, ça signifie qu'on ne vous attendait pas et vous avez réalisé pratiquement de l'irréalisable. Non, le Cameroun doit se situer dans une dynamique telle que les victoires se construisent et arrivent régulièrement. Les victoires du Cameroun ne doivent plus constituer des exploits. Donc, du coup, je ne peux pas être euphorique après un exploit. Pour certains Camerounais, et pas s'il a joué le meilleur match de sa vie, peut-être c'est vrai, il est déjà totalement connu. On a mis tel défenseur, c'est la paix, tant rêvé, on n'avait jamais eu ça, non. Moi, je veux les voir répéter ces performances sur 2, 3, 4, 5 matchs. Voilà, c'est pourquoi on demande qu'ils soient reconduits. Hein. Mais si, parce qu'ils ont fait ça aujourd'hui, on pense que c'est l'équipe trouvée, il faut les amener en Non, on est en train de dire qu'il faut qu'on leur fasse confiance. S'il y a même d'autres joueurs, on peut continuer. On n'est jamais satisfait tant que le potentiel existe. Et moi, je n'ai jamais douté du potentiel du Cameroun. Je pense que le problème au Cameroun, ce n'est pas le potentiel, ça existe. C'est le management, c'est la manière de gérer ce potentiel qui a un problème. Emile Maï, l'équipe face au Brésil, devait normalement continuer. Non, pas normalement continuer. Il y a certes une belle prestation face au Brésil avec la confirmation de ce que l'on pensait et l'on espérait d'un certain nombre de joueurs. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement sur l'exploit parce que, voyez-vous bien, le contenu de cette rencontre, c'est vrai, à la fin, il y a la victoire des Lions Indomptables du Cameroun sur un magnifique fait de jeu, mais le contenu devrait de plus en plus inquiéter. On a eu des confirmations, on a eu des joueurs que beaucoup ont découvert et qui ont montré qu'ils étaient capables d'un certain nombre de choses. Moi, je dis le premier chantier. Vous savez, si on parle de Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans un an, la première des choses qu'il faille faire aujourd'hui, honnêtement, pour ma part, c'est essayer avec le staff aujourd'hui de donner un target à tous nos potentiels sélectionnables à l'avenir. C'est-à-dire le coach devrait aujourd'hui avoir une liste répertoriée de joueurs sur lesquels il a un accent particulier et un suivi constant et permanent. Il leur dit telle minute de jeu, tel nombre de matchs si vous voulez être convoqué pour la prochaine échéance. Telle minute de jeu, tel nombre d'échéances. C'est comme ça que ça travaille. Je veux savoir que toi qui veux être mon meilleur buteur ou alors qui est attaquant chez les Lions, au sortir de cette saison, tu dois avoir marqué minimum tel nombre de buts. Maintenant, rentrer dans ce que l'on appelle, je ne sais pas, la bataille, je ne sais pas si on peut appeler ça la bataille, mais ce sempiternel problème de binationaux. On a des joueurs camerounais qui sont dehors. De très bons joueurs camerounais qui peuvent aider l'équipe nationale du Cameroun. Comme on a vu avec le Maroc. Oui, on a de très très bons joueurs. Ils sont là, ils ne demandent que ça. Ils doivent venir jouer. Aujourd'hui, on doit mettre sur pied une politique pour savoir comment est-ce que qu'on pourrait aller chercher ces enfants pour les amener jouer pour le Cameroun. Comment est-ce qu'on peut convaincre ces derniers de jouer pour le Cameroun? Parce qu'il s'agit surtout de ça, convaincre ces derniers de pouvoir jouer pour le Cameroun. Et après, quand Gladys parle aussi... Tu sais pourquoi beaucoup ne peuvent pas venir jouer pour le Cameroun. C'est ça que tu es en train de faire. Là, tu es en train de dire les choses. Mais tu sais pourquoi ils ne peuvent pas venir jouer pour le Cameroun. Il faut qu'on arrête de vouloir s'occuper des carrières des joueurs. C'est-à-dire que si tu es... On peut te convoquer au Cameroun, mais quand tu laisses ta carrière... C'est-à-dire que quand tu es on t'en va à la rencontre d'un joueur, un binational qui est, je ne sais pas, en Europe,
et on veut qu'il vienne jouer. S'il accepte, mais laissez qui est à son agent, qui est ceci, qui gère sa carrière. Ne vous occupez pas de ça. Mais Et c'est pour ça que beaucoup ne viennent pas. Parce qu'on dit, écoute, tu veux venir jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, il faut que tu changes d'agent. Mais attends, changer d'agent. Et la condition? Mais beaucoup, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Et c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut ramener ces binationaux. Si on sait pourquoi ça bloque, si on sait pourquoi à un moment donné ça freine, il faut taire ce genre de pratique. Ça, c'est clair que si vous avez un jeune qui a évolué jusqu'à peut-être 20 ans, 25 ans, avec un agent qui lui a permis d'être au devant du monde, vous ne pouvez pas venir comme ça du jour au lendemain, sevrer ou alors couper ce jeune de son agent. C'est pas possible. Moi, je le dis, et pour finir, certainement, Gladys a évoqué les joueurs locaux. Nous, on les demande suffisamment. Mais pour la condition, il ne faudrait pas que ce soit comme si c'était le coup pitié. Non. Comme si c'était, il faut qu'on donne un peu l'argent à Coton. Il faut qu'on donne un peu l'argent à Colombe. Non. Il faudrait que ce soit au mérite. Et qu'ils aient le potentiel, la capacité. Merci. Et tout ça passe par la structuration de nos clubs professionnels. Merci. C'est précis. Dernier mot, on va conclure cette oui, non, je suis dans la même ligne que Maï. On a même des jeunes qui ont déjà joué pour le Cameroun. Vous avez un garçon comme Enzo Chatokia à Montpellier, qui joue en première division. Moi, j'aurais peut-être dit, ok, mais un garçon comme ça, on le prend, on l'amène en Coupe du Monde. Il est jeune, il a fait les U20 du Cameroun. Pourquoi pas aujourd'hui, quand il a un joueur de première division en France, Ligue 1, pourquoi on ne peut pas prendre un jeune comme ça, le met? On nous remplit des joueurs qui n'ont pas de compétition. Vous avez un gars comme ça, un garçon comme Gaël Ondoa, c'est Gaël Ondoa, qui a joué, c'est Gaël Ondoa, non? C'est Gaël Ondoa. Danov, deuxième division, 40 minutes. Toute la saison, 40 minutes, on le sélectionne pour les lieux indomptables. C'est pas possible. Merci. Voilà, merci messieurs, merci mesdames. C'était bien, on va le dire. Merci. On a commencé il y a 5 jours avant la Coupe du Monde. Voilà, ouais. Nous sommes là, nous étions là tous les soirs pour vous faire vivre cette... Et on termine 5 jours après la Coupe du Monde. On termine 5 jours après la Coupe du Monde, voilà. Ça me rappelle quelque chose. Hein. Voilà, ils sont pas là, Charles? C'est pas Charles qui est là, vous avez pointé là. Charles et Clément Zeko qui nous ont accompagnés. Ils sont pas en ouais. Ils nous ont accompagnés pendant ce mois de Coupe du Monde, et bien avant et après. Voilà. Vous également, bon retour au pays. Vous allez reprendre vos activités normalement à partir de lundi. Merci. Cyril, bon retour à Yaoundé. Merci. Gladys, on se retrouve à la rédaction lundi, c'est bien cela? Tout à fait, et je tenais particulièrement à dire merci à Madiba, avec qui on a fait le déplacement. Ouais, on est allé jusqu'à Doha. Ouais, Doha. Il y a eu l'eau du Cameroun à Doha. Bagnatri. Moins l'eau, s'il n'y avait pas le maillot, il y avait Madiba. Merci à vous également, Amine Maï, voilà, d'avoir tenu. C'est toujours un plaisir. C'est ainsi, merci beaucoup. Hein. Très bonne expérience. Très bonne expérience. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Moi, je vous tire, c'est la même facile. Moi, je vous tire un grand coup de chapeau parce que des fois, je vous regarde, je me dis, mais il fait comment ce monsieur? Mais alors, big up. Merci. Voilà, madame, monsieur, merci. C'était Qatar 2022, la Coupe du Monde. Clap de fin, c'est ce soir. Voilà, merci. Et on va pas oublier les techniciens. Hein? On va pas oublier Amos Pongo de l'autre côté. Jeanne Gok. Il est là, voilà. Jires Yopa. On oublie de l'autre côté Marlita Minkomo et Carlos Minuel. Carlos Minuel, voilà, la maquilleuse également. Il y a eu Mégothèque d'Acop. Oui, il y a eu Mégothèque d'Acop. Théo Tchouke, voilà, toute l'équipe. Merci à vous, messieurs et dames, de nous avoir accompagnés pendant plus d'un mois, il faut le dire comme ça. Voilà, madame, monsieur, à partir de lundi, vous connaissez, rendez-vous 19h. Equinox soir. Bonsoir. Yaoundé, voilà. Ce programme vous a été offert par l'Union camerounaise de brasserie, UCB.